Que faisiez-vous en pleine montagne à 2h du matin? Je faisais une randonnée nocturne. Oui, c'est ça, foutez-vous de moi. Tu te rends compte du risque que t'as pris, David? Maman est en train de crever dans le froid et je suis allé le ramasser. Tu sais ce qu'il a traversé avant d'arriver ici? Il a vécu l'enfer. T'as encore faim? Tu crois qu'il a quel âge? Il m'a dit 15 ans. Il a traversé plein de pays, hein. Il l'a amené ce matin dans une association. Je suis sûr que ça va aller. Ne t'inquiète pas pour lui, ça va pas là si regarde. C'est des gens qui ont été ensemble dans leur jeunesse, qui viennent de se retrouver. Donc ils sont très amoureux l'un de l'autre. Et la jeune femme arrive de Marseille, elle a quitté son mari pour retrouver cet amour de jeunesse. Le film s'ouvre sur un dimanche à la montagne où ils sont en couple absolument dans un paysage complètement idyllique. Et puis, en redescendant dans la vallée, ce jeune couple, avec 2 enfants à l'arrière, manque percuter un jeune mineur isolé qui vient de franchir la frontière. Il est poursuivi par la police et David, mon personnage principal, qui est kiné donc à Briançon, décide de le mettre dans le coffre de sa voiture. Et à compter de cet instant, il ne peut plus faire comme si cette réalité qui lui a pété au visage n'existait pas. Et donc, il va n'avoir de cesse que de vouloir sauver la vie de cet enfant, puis des autres exilés qui arrivent. Il va s'engager. Et mon film raconte ce parcours d'engagement et ses implications dans sa vie intime et ce chemin vers le collectif aussi. David? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là, arrêtez ici? Bonjour. On vient de randonner, j'ai cru que j'avais crevé et voilà, donc tout va bien en fait, c'est bon. Ok. On cherche un migrant qui a pris la fuite. Vous l'avez vu? Un migrant? Non, on a vu personne. En fait, ça pose la question de la difficulté de faire jouer à la fois tous nos idéaux, tout ce qu'on espère pour soi, tout ce qu'on espère pour ses enfants, et comment concrètement ça se met en place tout ça. C'est ça qui est intéressant dans le film, il y a vraiment qui on voudrait être dans la vie, et puis comment ça se met en route en fait. Tout ça, c'est pas toujours une ligne droite, c'est pas si simple. C'est pour ça qu'ils s'engueulent tous les deux. C'est parce qu'elle lui dit mais ouvre les yeux en fait. Là, tu pars tête baissée, mais t'es un adolescent, t'es un naïf, etc. Puis lui, il la comprend pas, parce qu'il lui dit mais t'es dingue, quoi. Comment tu vois pas que c'est l'urgence numéro 1 dans nos vies? Puis effectivement, il a raison. Elle a raison aussi. Elle doit défendre ses enfants. Elle veut aussi leur montrer un bon modèle. Elle veut être une mère loyale devant ses enfants qui vont lui demander des comptes quand ils seront, mais qui leur demandent déjà des comptes, puisque sa fille lui dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Elle, je pense que la question d'être séparée peut-être de sa mère temporairement, ça lui passe à 10 000 à ce moment-là, parce qu'elle voit un garçon qui a le même âge qu'elle. Et donc, c'est ces 2 parents qui sont là et qui sont vraiment tout petits face à cette situation. Mais en même temps, ils sont tout petits, ils sont des hommes, hein, ils sont là, ils sont pas plus petits que les autres, ils sont simplement confrontés pour de vrai à une situation très dingue, en fait. Qui est que là, quand c'est plus à la télévision, c'est plus à la radio, c'est à votre porte. Le film, il parle beaucoup de ça aussi. C'est jusqu'à quand la cellule, la bulle familiale, ce cocon tient face au bruit du monde, et en tout cas au désarroi qui vient frapper à votre porte. Et là, tout d'un coup, quand ce jeune se retrouve chez eux dans leur canapé et qu'il n'a pas de quoi bouffer, qu'il ne sait pas où dormir, je vais vous dire que je suis curieux de savoir comment justement les spectateurs vont réagir. Et on l'a vu aux avant-premières, il y a vraiment, ça remue énormément le public. On a eu la chance, l'honneur d'avoir des prix du public et de vraiment rencontrer aussi beaucoup de jeunes. Et ils vont être confrontés à ces questions. Il y a potentiellement 216 millions de réfugiés climatiques dans le monde, selon la Banque mondiale. Et donc, c'est plus de savoir s'il faut accueillir ou pas, c'est comment. C'est comment, voilà, quel est le rôle aussi de l'État, à l'échelle de l'État, de protéger, d'assurer la protection d'un mineur isolé qui arrive, qui fait une demande d'asile. Comment, voilà, on l'héberge, on le scolarise,
on le soigne. Je trouve que Émilie, elle a écrit un scénario vraiment fin. C'est que, évidemment qu'on aurait très envie tous de s'identifier à des héros qui tendent la main, qui vont aider, qui se sacrifient, etc. Mais c'est pas ça qu'elle a écrit. C'est pas ça qu'elle a écrit. Elle a écrit des personnages qui ont envie de faire quelque chose et qui se retrouvent confrontés à la réalité de ce que ça veut dire, qui se prennent des scuds, qui se font contre. Quand Catherine Niegel lui dit « Attends, toi tu fais n'importe quoi, t'es en train de faire cavalier seul », c'est là où c'est intéressant. Ce sont pas du tout des héros. Ce qu'il y a d'héroïque, c'est d'arriver à avancer ensemble alors qu'on n'est pas d'accord, de surmonter ça, mais enfin ils le surmontent pas toujours. Il y a quand même un long moment où ils vont être séparés l'un de l'autre. Et c'est vrai qu'après on a l'espoir qu'ils se retrouvent. Enfin ça on le dit pas vraiment, mais je pense que c'est ça aussi qui fait que tu t'identifies. Moi, j'ai pas eu trop peur, même si on se sent toujours, il y a toujours une question de légitimité, surtout quand on est comédien, qu'on parle de la chose politique, alors qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui sont engagés de façon très très pérenne, que toi c'est l'histoire d'un moment, etc. Mais en même temps, c'est notre, on va pas remettre ça en cause, mais enfin de toute façon les acteurs, c'est aussi une manière si on peut dire, de s'engager, de décider de faire ce film-là plutôt qu'un autre. On pourrait se dire ça. Mais moi, ce qui me plaisait bien, c'est que justement, je me disais, même si la question de la légitimité, elle est toujours un peu là derrière, c'est suffisamment fin et sensible pour qu'on se sente fier de ces personnages. Souvent, on parle du parcours dans la dramaturgie, justement, quand un rôle est bien écrit, c'est c'est qu'est-ce qui traverse, comment ça le fait changer et comment on assiste à ça. Et là, j'étais heureux aussi de voir comment on voit un visage qui change, comment il est contaminé par quelque chose qu'il avait en lui, qui est cet engagement. À chaque fois, on parle de ce mot-là, mais de cette vocation, cette évidence, comment ça le bouffe, comment il a sa morale, ses états d'âme. Ses idéaux, comment ça éclate sa vie, parfois même au péril de son couple, malheureusement, parce que ça parle beaucoup de l'injustice de ça, c'est les répercussions, comment d'être fraternel, ça peut exploser des couples et envoyer en détention provisoire. Donc c'est ça aussi. Et cet argument-là, si on l'écrit, c'est vrai que ça révolte tout le monde. Et là, on assiste à sa transformation, aux conneries qu'il fait, à comment il est déchiré parce qu'il aime profondément cette femme et puis il se rend bien compte qu'il va trop loin, mais en même temps c'est un enfant et toi aussi tu as des enfants, tu vois bien que elle dit mais c'est pas pareil. Ah bon, qu'est-ce que ça change? Il a plein de défauts ce personnage, il a plein de couches quoi. En effet on parle on dit que c'est pas manichéen, mais il est bien écrit en ça. Hein. C'est un scénario, hein, c'est pas un documentaire. C'est quoi, je crois que je commence à en avoir ras le cul de votre hypocrisie à tous là. Mais pas qu'on sauve ces gens quand on les trouve en haut, puis quand ils sont en bas, là, au refuge, pas de problème. Vous voulez bien qu'on s'en occupe, non? Pourquoi vous allez pas les arrêter, ceux-là, là? C'est que t'en as 150 en face de la gare qui n'ont pas de papier, hein. Mais vas-y! Vas-y, va les arrêter! Et t'y vas pas parce que tu saurais pas où les foutre, tellement il n'y a plus de place dans vos centres de rétention. La vérité, c'est que vous avez besoin de bénévoles comme nous. Parce que si on n'était pas là, personne ne s'occuperait d'eux. Vous auriez partout des épidémies de gale et de tuberculose et des types qui voleraient à la tire pour pouvoir bouffer. Ça serait la guerre civile, ici. C'est bon, t'as fini? Vraiment, mon désir de faire ce film, il est né en mai 2018 quand j'ai découvert dans la presse que des gens avaient été placés en détention provisoire et donc privés de liberté pour avoir fait vivre le troisième pilier de notre devise républicaine qui est la fraternité. Ils ont été accusés d'aide à l'entrée illégale sur le territoire alors qu'ils ne faisaient que sauver des gens en montagne et ils se sont retrouvés en tôle. J'ai trouvé ça insupportable, complètement démesuré. Et j'ai eu envie d'aller voir sur place ce qui s'y passait. Je me suis rendu compte que c'était le laboratoire de ce qui se passait en Europe, qu'on n'avait aucune harmonisation des législations d'immigration, que la France et l'Italie jouaient au ping-pong avec des vies humaines. Et donc j'ai eu envie de raconter cette histoire. Et puis une fois qu'elle a été terminée, montée, je me suis rendu compte que finalement, il y avait une dimension beaucoup plus autobiographique dans cette histoire qui me touchait, qui était la question de la désobéissance et la question de cette capacité que nous avons en tant que citoyens de dire non aux lois quand elles sont trop injustes. Et cette désobéissance, elle est inscrite dans mon histoire familiale parce que j'ai des grands-parents qui étaient des juifs polonais
qui sont venus en France et qui y ont vécu comme des étrangers et qui ont eu la chance absolue de rencontrer des Français qui ont mis leur morale au-dessus des lois et qui ont aidé mes grands-parents enfin pas mon grand-père parce qu'il est mort à Auschwitz, mais ma grand-mère en leur fournissant des faux papiers, en leur aidant à passer une frontière, et c'est la raison pour laquelle je suis de ce monde et que mes enfants aussi existent. Donc c'était une manière pour moi de rendre hommage à ces justes d'hier et d'aujourd'hui. Je précise toujours, parce que c'est très important, je ne fais aucune espèce de comparaison entre le sort des exilés aujourd'hui et le sort des Juifs d'hier. On n'est pas face à un génocide, donc il n'est pas question de les comparer. En revanche, il y a une vraie filiation sur les engagés, sur ces gens qui sont capables de dire non à la loi et de désobéir. Et moi, j'ai évidemment énormément d'admiration et d'émotion quand je vois des gens qui sont capables de faire cela. Je ne sais pas si moi-même, je l'aurais fait, et j'avais envie que chaque spectateur qui voit mon film se dise « Mais moi, qu'est-ce que je ferais à la place de David ? Est-ce que je mettrais ce jeune dans mon coffre ? Qu'est-ce que je ferais ?» Et ça nous renvoie à notre humanité, en fait. Donc voilà, et c'est pas une question politique, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est pas une question de ce qu'on pense sur l'immigration. Non, c'est une question de vie ou de mort. Ces gens, aux frontières, sont en situation de vie ou de mort. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les laisse mourir ? Est-ce qu'on vit bien avec ça ? Ou est-ce que, dans une démocratie comme la nôtre, la vie, c'est la valeur suprême ? Pardon, bonjour. Excusez-moi, bonjour Anne. Je peux vous déranger une petite minute ? Prie. Vas-y, Ousmane. Je suis désolé. Bonjour. Oui, assieds-toi. Pardon de vous déranger, ouais. Joko Jaillet, le garçon que j'ai déposé l'autre matin, il vient de m'appeler de Gap. Ils n'ont pas voulu le reconnaître comme mineur. Mais je suis pas étonnée. Mais comment c'est possible ? Je veux dire, ça se voit que c'est un môme. Ils ont des quotas à pas dépasser, c'est comme ça. Mais ils n'ont pas pu prouver non plus qu'il était majeur. Je sais pas. Je te le dis. Et donc, il est ce qu'on appelle un mijeur. C'est-à-dire ? Un mijeur. Ni reconnu mineur, ni prouvé comme majeur. C'est absurde, mais concrètement, ça veut dire qu'il peut encore faire un recours devant le juge des enfants. Il faut qu'il appelle le réseau Hospitalité, ils sont dans le centre de Cap. Je vais te donner leur numéro. Ils s'occuperont bien de lui là-bas. Il saura pas les trouver, il est complètement épuisé. On peut les appeler, nous, si tu veux, pour leur donner son signalement. Non mais j'y vais. J'y vais, je m'en occupe. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. J'ai voulu montrer dans ce film toute l'absurdité de cette expression délit de solidarité. Et il en découle aussi sur la question des mijeurs la même chose. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes dans un vide juridique. Vous n'avez pas été reconnu comme mineur. Et ça, c'est complètement discrétionnaire puisque c'est quelqu'un à l'aide sociale à l'enfance qui écoute votre récit et qui, sur des critères subjectifs, considère que vous n'êtes pas mineur. Parce que vous avez travaillé sur votre parcours migratoire, parce que... voilà. Mais dans le même temps, cette aide sociale à l'enfance est dans l'incapacité de prouver que vous êtes majeur. Et donc, vous êtes dans un espèce de statut intermédiaire qui est celui de mijeur. Et comme le bénéfice profite aux mineurs, si vous faites un recours devant le juge des enfants, alors vous allez être reconnu comme mineur. Mais vu les recours et la longévité des recours, vous allez pouvoir passer 7, 8 mois, 1 an et demi dans ce flou juridique, et ça veut dire que vous n'allez pas être logé et vous n'allez pas être scolarisé. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui en France, on a des enfants qui restent des mois et des mois à la rue. Et donc, oui, ils deviennent des délits de subsistance. Comment ils font pour manger ? Comment ils font ? Enfin, je veux dire, ils sont eux-mêmes victimes de violences, ouverts au trafic, à la prostitution. Enfin, c'est voilà. Et moi, je considère que l'enfance, elle devrait être partout chez elle. C'est ce que j'ai adoré, en fait, en découvrant les bénévoles là-bas, c'est que je me suis dit, finalement, on souffre de l'absence de mixité sociale. Les gens vivent dans des ghettos,
les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, les gens de couleur. Enfin, vous voyez, il y a quand même une communautarisation assez forte. Et ce qui est absolument formidable dans l'engagement et dans le monde associatif, c'est que tout d'un coup, des gens qui ne se ressemblent pas, c'est-à-dire qui n'ont pas le même âge, pas forcément le même niveau social, le même niveau d'éducation, les mêmes origines, ils vont se retrouver autour d'un projet et de valeurs communes pour faire vivre ce projet. Et ça, j'ai trouvé ça super beau. Et donc, j'ai tenu dans mon casting à ce que il y ait une vraie mixité sociale dans cette famille du refuge. Donc, c'est à la fois une Ludivine de Chastenay qui peut incarner le rôle d'une protestante ou d'une catho de gauche, mère de famille avec un mari qui va faire du squash et qui roule en Mercedes, mais qui apporte les bouquins de ses enfants à l'association pour donner des cours de français. En même temps, Hakim Jemili, dont on sent qu'il peut y avoir une empathie parce que lui-même a des origines étrangères. Catherine Niegel, qui peut être la dure de dure, éducatrice spécialisée. Et ça, c'était très important pour moi. Et je trouve que c'est ça aussi qui donne de l'espoir, c'est que tout d'un coup, on se retrouve sur un projet commun. Et pour moi, c'est ça, faire famille, c'est ça, faire société, quoi. Ouais. Non, mais pour nous, c'est pareil, en vrai. Dis-toi que nous, maintenant, on est obligés de descendre avec 2 voitures. Moi, d'abord, en éclaireur, et Elisa juste derrière. Et je lui envoie un texto pour savoir si la voie est libre, quoi. C'est sûr qu'ils nous ont à l'œil, depuis l'altercation que vous avez eue avec les identitaires. Et pardon de te le dire, David, mais je crois pas que ça soit une très bonne idée d'héberger d'autres réfugiés dans ta bergerie depuis cet incident. Ni d'en faire dormir à ton cabinet. Tu fais ça? Ça fait 3 réunions qu'on se dit qu'on lève le pied le temps que ça se calme. Et toi, ça ne te concerne pas, t'es au-dessus de ça. Ça va, calme-toi, parce que... Non, je me calme pas. Il joue au con, là. Il nous met tous en danger avec sa bagnole orange fluo. En danger, Pascal, c'est bon. Non, c'est pas bon, Adam. Il y a peut-être aucun danger pour nous à part se faire taper sur les doigts par les flics, mais t'as pensé aux réfugiés. Si demain, ils renforcent encore un peu plus les contrôles et les chasses à l'homme, c'est des dizaines de morts qu'on aura dans nos montagnes. Il y a des migrants chez toi en ce moment? Non. Et chez toi? Moi non plus, non plus. Alors je vous demande de plus en accueillir pour l'instant. Donc quoi, c'est-à-dire que si j'envoie un en montagne... Tu vas pas en montagne. Tu fais profil bas et tu nous laisses gérer les choses comme on a toujours eu l'habitude de les gérer ici. Il y a eu un recours qui a été fait devant le Conseil constitutionnel qui a statué et qui a reconnu que la fraternité avait valeur constitutionnelle. Et donc, la fraternité est une valeur qui est au sommet de la pyramide des lois. Donc, on ne peut plus normalement être inquiété pour fait humanitaire. Encore faut-il qu'il faut prouver que c'est un fait humanitaire. Et ensuite, ce n'est pas valable dans les territoires frontaliers comme Briançon, parce que si aider les gens revient à leur faire passer la frontière, et il se trouve que cette frontière, elle est au milieu des montagnes, et que les amener dans le premier village, ça veut dire les amener en France, eh bien, on peut être inquiété pour aide à l'entrée illégale sur le territoire. C'est une situation complètement absurde, en fait. Il y a une espèce de, je dirais, de jurisprudence là-bas qui fait que les forces de l'ordre sont autorisées, et ça c'est une volonté politique, à arrêter les exilés entre Montgenèvre, qui est à la frontière, et Briançon, et les reconduire en dehors de toute procédure légale de l'autre côté de la frontière. Comme si cette frontière, c'était pas un fil, c'était pas un tracé, mais une bande de 10 km. Et juridiquement, ça a des conséquences énormes. Parce qu'en fait, ils vous disent, les autorités, les forces de l'ordre, on n'a pas reconduit quelqu'un à la frontière, on ne l'a pas admis sur notre territoire. Voilà. Et le problème, c'est que normalement, à la frontière, on a le droit à un avocat, on a le droit de demander l'asile, et donc c'est l'État qui désobéit à cet endroit. On nous dit qu'on est des hors-la-loi parce qu'on vient apporter secours. Mais qui peut accepter ça? We want to help. Dans un monde civilisé, la solidarité ne devrait pas être un délit.
Parlons-en. Je voulais savoir justement si vous aviez des infos. Non, mais c'est vrai que j'adorerais jouer une chanteuse. Mais bon, j'adorerais jouer Marie-Antoinette aussi. Enfin bon, il y a pas mal de rôles. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je crois qu'on me l'avait dit. Quelqu'un m'avait fait une vanne en me disant tu devrais faire Bonnie Tyler, mais j'adorerais jouer quelqu'un qui fait de la scène. J'ai chanté au début, maintenant je chante plus. J'ai commencé par faire des concerts au Sentier des Halles et tout. Sérieux? Ouais, c'était compliqué. Hein. Ah bon? Ouais, on en reparlera. Ah ouais? Après Moi, je veux savoir ça. l'interview. Prochain épisode.